bonsoir, bienvenue. C'est un nouveau numéro de l'ESC Made in France. On va parler bien évidemment des résultats de la finale, puisque ça y est, c'est passé. Et on est arrivé deuxième et on est très fiers. Et avec moi ce soir pour en parler, j'ai Gwen. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Bonsoir Alex. Bonsoir. Et bonsoir Arthur. Bonsoir la France, yeah. Tout le monde est d'humeur chantante ce soir apparemment. Donc le programme de ce nouveau podcast se compose de 3 parties. On va d'abord se concentrer sur la perception et les opinions de chacun concernant les performances et la production en général. En deuxième partie, on va se concentrer sur les résultats et en troisième partie sur l'avenir de la France à l'Eurovision, dont on espère qu'il saura refléter ce qu'on a fait cette année. On croise les doigts et on continue d'y croire. On commence par la première partie, performance et production. Gwen, qu'as-tu pensé au cours de cette finale des différentes performances des uns et des autres? Moi, je trouve que c'était une bonne soirée au niveau des performances. J'ai pas trop vraiment relevé de couac vocal en général. Ouais. Après, sur la production, enfin, moi, je trouvais que c'était vraiment très bien produit. Il y a vraiment, franchement, j'ai passé une agréable soirée. Ok. Il y a des pays en particulier dont tu as relevé des performances qui t'ont marqué ou quelque chose? Là, comme ça, attends, faut que je rate parce que je j'ai plus trop en tête, c'est un peu ça le problème. Vraiment, l'Ukraine, j'ai beaucoup adoré, qui a fini à la 5e place. Ouais. Après, bon, bien sûr, Barbara Pravi qui a été vraiment exceptionnelle. Si, c'est peut-être l'Italie. J'avais un petit peu... Enfin, j'étais avec des amis en communication via les réseaux sociaux. Ouais. Et j'avais vraiment prédit leur victoire. J'avais dit franchement que ce serait vraiment l'Italie qui gagnerait le concours, tellement que c'était vraiment mais au-dessus des autres. Après, je sais pas, qui a rajouté peut-être. Si, peut-être la Russie, que j'ai vraiment adoré aussi. La Grèce, bon, je pense que je vais peut-être pas citer, mais voilà, c'est vraiment en général. Moi, je pense que c'est une très bonne année 2021 qu'on a passé au niveau Eurovision. Niveau production, est-ce que tu as été assez satisfait du job qu'ont fait les Pays-Bas? Si, ils ont quand même fait un très très bon job. Je pense qu'ils ont eu de très bons présentateurs. Ouais. Je pense que au contraire, l'Eurovision se modernise de plus en plus. Je pense que l'Italie fera autant bien l'année prochaine concernant production et au niveau performance. Ok. Alex, du coup. Moi, je suis très content. On n'était même pas sûr d'avoir un concours qui se déroulerait avec un public, ni même dans une salle. Enfin, on n'était même pas sûr d'avoir un concours qui se déroulerait à peu près normalement. Au final, c'est quasi. Moi, je me souviens quand on a eu que quand le concours a été annulé, moi j'avais un rêve, c'est de me dire, oh oui, 2021, j'ai hâte. Là, la pandémie, elle n'existera plus et ce sera tout comme avant. Bon, j'étais pas loin, mais c'est pas encore fini la pandémie, mais bientôt, j'espère. Enfin bref, et on a quand même eu un Eurovision qui ressemblait énormément, comme avant, quoi. Mis à part le fait que il n'y avait pas de public au centre de la scène et que certains ont dû s'abstenir de chanter. Hein. On pense à Daddy, bien sûr, et son équipe. Dommage pour eux. Mais à part ça, franchement, rien à dire. Show parfait. Très bien produit, je trouve, qui était bien plus mature que certains, notamment 2019 à Tel Aviv. J'ai trouvé la production beaucoup plus mature là-dessus. Pas de guest inutile comme Madonna ou tout ça. Ouais. Pas de complications politiques. Les présentateurs paraissaient beaucoup moins niais aussi, je trouvais. Juste une fierté globalement d'organiser le concours sur son sol. Ouais. Avec tout ce que j'attends d'un Eurovision, c'est-à-dire avec des entr'actes de qualité, une scène magnifique qui reflète la modernité et qui permet aux artistes de s'exprimer comme ils le veulent. On a beaucoup de possibilités avec cette scène. Enfin bref, tout ce que je voulais d'un Eurovision.
Donc très très content. Pour ce qui est des performances qui m'ont plu, quasiment toutes celles du top 10, enfin du top 10, pour dire, parler en bon François. Mes préférences étant surtout des chansons qui ont été composées et créées en fait à la main, comme j'appelle ça. Donc je pense surtout à Shum, qui a représenté Goe qui a représenté l'Ukraine avec Goe. Russian Woman pour la Russie. Quoi d'autre? La chanson de Barbara. Oui. J'aurais dit. Bien évidemment, la chanson de Barbara aussi, qui a été composée, qui a été faite au petit feu, mais avec amour et avec une équipe de composeurs français incroyables, notamment Igit, que l'on connaît grâce à Eurovision 2018 notamment, et de manière générale, voilà. Donc voilà, je disais, donc Ukraine, Russie, France, Italie bien évidemment, Måneskin, incroyable et bravo à eux. Et la Suisse également. Alors bon, c'était une chanson qui sortait d'un songwriting camp, mais quand même très grosse qualité aussi, je trouve. Et puis l'Islande bien sûr, avec Daddy qui a tout composé lui-même, qui a ajouté lui-même les voix du chœur. D'ailleurs, on pourra se vanter avec avec Arthur, je crois, et je sais plus qui, d'avoir fini 4e de l'Eurovision. Vous avez fait partie finalement des chœurs de Daddy, ouais. Comment ? Puisque il a été révélé que vous faisiez partie des 100 que Daddy a sélectionnés. Ah oui. Trop la classe. Non, il a tout mis. Il a tout mis. Tous les chœurs qu'il a reçus. Ah, tout ce qu'il a reçu? Je croyais qu'il avait mis juste les 100 qu'il avait acceptés. Non. Ah, ok. Non. Très bien. Voilà. Ça veut dire qu'on est prêt à enregistrer. Voilà. Donc ouais, voilà, vraiment très très content. Très bonne qualité. Franchement, ça donne très envie de voir la suite. Et 2022, bien évidemment. Arthur? Eh bien, écoutez, je pense que samedi soir, on a vécu le meilleur Eurovision qu'on ait pu vivre. Ouais. Et vraiment, je dis pas ça parce que la France est arrivée deuxième ou parce que c'est l'événement le plus récent et du coup je suis content. Mais non, en fait, je pense que ça a été tellement bien produit, c'était de tellement de grande qualité, avec des performances toutes hautes en couleur, même celles qui ont été éliminées en demi-finale étaient superbes. Je pense qu'on a vraiment eu le meilleur Eurovision qu'on pouvait avoir. On s'est pas ennuyé une seconde. Je trouve qu'il y avait vraiment, même alors ma mère qui n'aime pas beaucoup l'Eurovision et qui a regardé avec moi du coup ce soir-là, a dit waouh, on est déjà à 26 chansons, j'ai pas vu le temps passer. C'est quand même un très bon indicateur, quoi. Ça veut dire que le concours est très efficace. Si je devais relever peut-être un petit point qui m'a un peu plus déçu dans la production, c'était peut-être les animateurs qui, à part Nikki, n'avaient pas vraiment de rôle ou de personnalité mise en avant. Oui. Comparé à ce qu'on avait pu voir par exemple au Portugal ou à Kiev, où les présentateurs avaient vraiment des rôles et se faisaient des petites blagues entre eux. Alors, là, on les a pas trop vus, quoi. Ils étaient très pros, en tout cas. Et par rapport aux performances que j'ai adoré toutes les performances en somme, hein. Mais les performances dont j'aimerais relever quand même que ce soit les meilleures, quoi. Pour moi, c'était clairement l'Italie, la France, l'Islande aussi était très bien. L'Ukraine a eu beaucoup de soutien et ça me fait énormément plaisir et il le mérite à fond. Je pourrais pas en dire plus, quoi. C'est ainsi la Bulgarie, j'ai adoré alors j'avais dit hier soir, on en avait parlé ensemble, que j'adore et auditeurs, vous allez pouvoir écouter juste après si vous le souhaitez. Les 3 derniers mots que prononce Victoria dans sa chanson Growing Up is Getting Old sur scène sont vraiment très impactants et m'ont vraiment fait des frissons, quoi. C'est incroyable. Un petit détail comme ça, c'est les petits détails comme ça qui te font dire waouh, j'adore cette performance, j'adore cette chanson. Mais en tout cas pour moi, la performance qui restera au-dessus de toutes ce soir-là, c'est clairement la performance de Manija avec Russian Woman, qui est bourrée de sens, bourrée de signification, qui a été très très bien pensée,
On en avait parlé quand on avait vu les répétitions, mais le background derrière, incroyable, quoi, très très joli. Il y avait, enfin bref, pour moi c'était clairement le meilleur ce soir-là. Très bien. J'ai terminé. Je suis assez d'accord avec l'ensemble de ce que vous avez dit. Je sais pas si j'irai jusqu'au fait que c'était le meilleur que j'ai jamais vu, parce que moi j'étais particulièrement marqué par des années comme 2009 ou 2016. Après, bon, 2009 aussi, bon, enfin, moi j'y pense, je repense aux audiences, notamment en France, qui n'ont pas été aussi bonnes, on nous a dit, que depuis 2009. J'aimerais beaucoup voir la Russie juste pour revoir un spectacle aussi extraordinaire que ce qu'ils avaient fait. Mais la Hollande, ouais, a eu le meilleur Eurovision, je dirais, au moins depuis Stockholm, oui, depuis 2016. Ils ont fait ça avec énormément de professionnalisme. Ils ont su gérer la crise du Covid. Ils ont réussi à avoir un public. Ils ont réussi à avoir des actes, comment dire, des entr'actes d'une très bonne qualité, et avoir un show qui s'est déroulé sans longueur, sans précipitation, qui s'est fait de façon parfaite, quoi. Niveau performance, comme pour les demi-finales, j'ai été extrêmement satisfait par l'ensemble des candidats. Il y avait vraiment du bon niveau cette année. Visuellement, c'était génial. La scène qu'on avait cette année a vraiment permis, comme me disait Alex, aux artistes de s'exprimer de façon aussi personnelle et aussi unique qu'ils auraient pu le faire. Et ça, c'est vraiment génial. Je vois que des points positifs dans cette Eurovision, et je pense qu'on s'en souviendra parce que justement, après un an de hiatus, ils ont largement, je dirais, même compensé euh, euh, pour tout ce temps qu'on aura passé sans concours, quoi. Voilà. Oui, je devrais rajouter par rapport aux performances que très peu, je salue ça, hein, que très peu de pays se sont contentés que de l'écran derrière. Ils ont tous ajouté leurs pattes et fait vraiment une très belle mise en scène chacun. Bon, bien évidemment, la plus haute mise en scène est bien évidemment donnée à l'Irlande, qui est vraiment impliquée dans un effort visuel à la télé et tout. Mais sinon, ils se sont pas tous les compétiteurs ne se sont pas contentés que du grand écran derrière, et ont vraiment bien utilisé l'espace de la scène avec des props, comme ils disent en anglais. Ouais. Et c'est assez cool. Ok. On passe au résultat. Gwen, quel est ton avis général sur les résultats de la finale? Et même de la demi-finale, vu qu'on a eu les détails finalement de ceux de la demi-finale aussi. Tu veux faire les demi-finales en même temps, c'est ça ou... Oui, tu oui, peux commencer par les demi, si tu veux dire quelques mots dessus, et puis après ils vont principalement te concentrer. Je vais commencer par la première demi-finale. Ouais. Je vais rester déçu par rapport à Albina. Ouais. Elle n'est pas passée vraiment loin de la qualification. Mm-hmm. Sinon, après, je vois que Roxane, elle n'était pas tant loin que ça non plus, hein, la 12e place. Macédoine du Nord, Irlande et Slovénie, j'ai pas été étonné de la position. Mm-hmm. J'ai peut-être été plus déçu par Montaigne et Oui. la 14e place. Je trouvais que c'était vraiment un gros flop. Mm-hmm. Je vais peut-être un peu abréger sur la seconde demi-finale. Je dirais que ma plus grosse déception, c'est Samantha Tina et sa dernière place. J'allais dire, la pauvre, quand même, elle s'est cassé la nénette depuis 2012 à vouloir représenter la Lettonie, tout ça pour finir dernière de la demi-finale. C'est un peu... Ça fait mal. C'est un peu la loose, j'allais dire, pour elle. Voilà, après, bon, sur le reste, j'ai pas été tant étonné que ça. Bon, je dirais pas que j'étais un peu surpris de la 11e place du Danemark, mais bon, c'est pas plus mauvais pour eux. Je vais passer sur la finale, comme ça va être tout un petit peu plus court, un peu plus simple. Mm-hmm. Je sais pas si je vais pas peut-être revenir en premier sur les 4-0 points qu'il y a eu au public. Ah oui, pétard, oui. Faut dire que déjà, pour le Royaume-Uni, je me sentais déjà un petit peu mal pour lui. Oui. Je trouvais ça un petit peu injuste qu'il ait eu 0. Alors je pensais qu'il allait être sauvé par l'Irlande ou je sais pas, peut-être un autre pays au télévote, sauf que il a rien eu du tout. Mm-hmm.
L'Espagne, c'est un peu pareil. Je pensais que l'Espagne allait être sauvée par le Portugal ou la France au télévote. Sauf que c'est pareil, bah, ça n'a pas été le cas non plus. Pour l'Allemagne, je pensais que ça allait être sauvé par la Suisse ou je sais pas quel pays au télévote, mais il n'y a rien eu du tout non plus. Et les Pays-Bas n'ont pas été sauvés non plus par la Belgique. Donc pour moi, j'ai l'impression que le classement qu'on a eu au final, j'ai l'impression que la géopolitique a été réduite, je dirais pas dans un tas de cendres, mais je dirais qu'elle a été réduite vraiment à son minimum. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu la géopolitique en face de moi, ou genre par exemple, bon, il y en a eu un petit peu entre la Grèce et Chypre qui se sont filés les 12 points tranquillou, puis voilà quoi. Ouais. Ou genre la Russie qui a filé à la Moldavie les 12 points, puis c'est terminé, puis voilà. Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu de la géopolitique où genre les pays de l'Est se sont votés entre eux, ou chacun se sont votés entre eux. Et je pense que c'est pour ça que l'Italie a fini à la première place et que la France et la Suisse ont fini à la seconde et troisième place. C'est qu'il n'y a pas eu cette géopolitique qui est intervenue. Ça a été un concours où le jury a voté pour le meilleur, le public a voté pour le meilleur, et puis c'est tout. Oui. Arthur? Ah oui, d'accord, ok. Bon, je m'attendais pas à passer aussi vite. Par rapport à la première demi-finale, j'ai trouvé que j'étais plutôt satisfait des résultats, même si la Croatie m'avait vraiment impressionné en finale et elle aurait mérité quand même une qualification. Ouais. Pareil pour Montaigne. Ensuite, oui, donc même si je m'attendais un petit peu à l'élimination de Leslie Roy, je suis quand même un peu déçu quand même qu'elle ait fait tout ce staging pour au final, pas sortir du lot et c'est un peu dommage. Par rapport à la deuxième demi-finale, c'était assez prévisible dans l'ensemble, sauf le Danemark et l'Autriche qui vraiment m'ont surpris, leur qualification, leur élimination m'ont surpris. Oui. Parce que Vincent Bueno nous a délivré une performance qui était absolument incroyable, très professionnelle et avec une voix incroyable. Sherlock Flame qui nous débarque avec une performance où ils se prennent pas au sérieux, où ils courent partout sur scène, où ils ont vraiment beaucoup d'énergie à revendre. J'étais sûr que ça allait passer. L'un grâce au jury, l'autre grâce au télévote, mais au final, faut croire que je me suis bien planté sur ce coup-là. Ouais. Par rapport à la finale, du coup, c'était une très très bonne finale. Comment dire, pas une très bonne finale, non, pas du tout même. Mais au niveau des résultats, je veux dire, parce que quand même 4-0 points, c'est historique, quoi. C'est du jamais vu. J'aimerais j'aimerais vraiment mettre le point sur James Newman qui reçoit les centaines de soutiens dans l'arène. J'ai trouvé ce moment ultra touchant. Oui. Et assez fou. Mais ça m'a beaucoup fait rire de voir les réactions de tous les participants. C'est un truc qui n'avait jamais été fait. Non. C'est de voir vraiment tous les participants recevoir leurs points un par un. Ouais. Et c'était très cool. Et du coup, ça marque quand même qu'il y avait une super bonne ambiance cette année à cette Eurovision. Parce que tous les participants vraiment avaient pas mal d'autodérision sur les résultats qu'ils avaient. Oui. Même James Newman, je sais pas si vous avez vu du coup quand il aperçoit les points qu'il reçoit, juste avant que le présentateur dise 0 point, genre il met son doigt du style à dire allez 1 point s'il vous plaît. Et je trouve que ça marque comme une assez bonne autodérision. Même Jendrik, il a super bien pris son 0 point. C'était assez, c'était assez magique comme moment parce que on voit qu'il y avait vraiment une ambiance d'entraide entre chacun. Oui. Et voilà, c'était assez cool. C'est vraiment cool à voir. Et bien sûr, cette deuxième place de la France. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis content que Barbara arrive deuxième. En fait, c'est un petit peu une revanche sur tous les vieilles personnes qui disent de toute façon la France ça gagne jamais, on envoie des chanteurs à la mort quoi parce que ils n'y arrivent jamais et tout. Enfin bref, c'est un petit peu une revanche sur tous ces commentaires là qu'on peut voir tout au long de l'année. Ouais. Et bien évidemment, je terminerai sur le fait qu'un groupe de rock ait gagné. Et mon Dieu, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir.
Ça faisait depuis 2006 qu'un groupe n'avait pas gagné, et ça faisait depuis 2006 aussi qu'un groupe, qu'une chanson de rock n'avait pas gagné. Et ça fait vraiment plaisir, c'est cool. C'est bien parce qu'on s'est souvent posé la question de est-ce que si à l'époque de l'ordi il y avait eu un jury, ils auraient toujours gagné. Et en fait, même si c'est pas exactement la même chose, la victoire de l'Italie samedi nous a prouvé que même une chanson de rock pouvait gagner finalement et que le télévote pouvait encourager assez une chanson d'un style qui n'est pas si courant à l'Eurovision pour gagner, quoi. Il n'y a pas de jury en 2006? Non, Bah non. non, c'était Si. c'était tout télévote. Ah si, il y avait eu 2 jurys. Oui, c'était enfin, pour les mini-pays qui ne pouvaient pas avoir de Je crois que télévote. c'était En fait. Monaco et je sais plus quel autre pays. et Albanie, je crois. Mais je pense Oui, pas l'Albanie, oui, qu'ils c'est ont vrai. été assez significatifs pour vraiment déterminer. Parce qu'il y avait quand même un sacré écart entre la Finlande et la Russie cette année-là. Voilà. Donc, moi je suis assez d'accord avec tout le monde aussi. Niveau résultat, c'était très satisfaisant en général. La seule mini déception que j'ai eue, c'était pour Jean Gu, parce que j'avais voté personnellement pour lui et j'aurais aimé qu'il ait quelques points. Bon, il n'a pas terminé dernier, donc ça va, c'est pas si mal non plus. Mais c'est vrai que ouais, les 4-0, c'était d'une extrême violence. Et que, comme tu disais Arthur, c'est extrêmement bien que finalement cette année, contrairement à ce que disaient certains fans ou certaines personnes suite à 2019, ils aient voulu bien montrer la réaction de tout le monde. Et finalement, ça allait dans le sens où enfin, on arrive avec cette idée-là de vouloir montrer tout le monde malgré les mauvais résultats, on arrive ça donne cette impression de finalement c'est qu'un concours de musique, c'est qu'une émission de divertissement, c'est pas une histoire de vie ou de mort et du coup on célèbre tout le monde malgré le fait que les gens aient voté ou non pour eux, quoi. Et c'est ça qui est ressorti en fait à l'annonce des résultats samedi soir et j'ai trouvé ça extrêmement beau aussi. Voilà. Sinon, oui, évidemment, très content pour le résultat de Barbara, qui relève quasiment, enfin, qui relève du miracle. Non, mais enfin, j'avais pas arrêté de dire sur les réseaux sociaux que ce serait déjà miraculeux après tout le parcours qu'on a eu, qu'on finisse dans les 5 premiers, et on l'a fait, et je suis extrêmement fier de ça. Voilà pour mon avis sur les résultats. Oui. Oui, on peut dire justement sur Barbara que c'est le plus haut score qu'a eu la France de toute. De toute l'histoire, en fait, elle a explosé le score le record d'Amir. Ouais. Et, Ouais, elle a explosé. et c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà. C'est d'autant plus. Alors, il faut noter notamment le fait qu'on a fait un meilleur score que Duncan a fait en gagnant en 2019. Oui. D'accord. D'un point. Oui, du coup, alors, avis sur le résultat, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Avant de commencer, moi j'aimerais dire, je me souviendrai toujours. Alors, j'invite tous ceux qui m'écoutent à revenir en arrière sur dans les vieilles vidéos de la chaîne, enfin je pense dans les 10 dernières, vous devriez trouver ça. La fois où j'ai prédit, quand on faisait les prédictions pour la deuxième demi-finale, et que quand j'ai dit que la Lettonie allait finir dernier, tout le monde m'a pas regardé parce qu'on fait ça à distance, mais m'a écouté en mode oh, quoi quand j'ai dit que la Lettonie allait finir dernier, je me répète. Et au final, j'ai eu raison. Elle a bel et bien fini dernier. Et c'est dommage pour elle, mais... Non, je me souviens qu'on avait supposé que ça pouvait être vrai quand tu as donné l'exemple de Tirana. Tirana. Triana Park, tu veux dire. Triana. Ah oui. Donc, c'est re-arrivé. Et je suis content d'avoir eu raison. Et voilà. Sinon, pour ce qui est des résultats globaux, moi, déjà, j'aimerais dire je suis extrêmement fier que, pour une fois, le top 3 des chansons, et même presque le top 5, il y a juste Daddy qui fait tâche, mais je lui en veux absolument pas parce que la chanson est magnifique, que quasiment tout le top 5 soit composé de chansons qui ne sont pas en anglais, qui soient en langue nationale en fait. Ouais. C'est
temps rare en fait depuis 20 ans en fait. Ouais. Qu'autant de chansons dans le top ne soient pas en anglais et que l'Ukraine en fasse partie, que l'Ukraine ait fait top 5 avec une chanson en ukrainien. Ça fait vraiment extrêmement plaisir mais c'est totalement mérité. Ils ont réussi à faire ce pari avec une chanson originale, fraîche et tout ça, et c'est pas étonnant. Donc voilà. Et sinon, pareil, extrêmement choqué pour les 4 nuls points là, et surtout celui de James Newman qui finit avec 0 au global. Personne ne pensait que ce serait possible de finir avec 0 points avec le jury et avec le télévote, avec le nouveau système 2016, mais il l'a fait. Donc voilà, c'est triste. Comme quoi rien n'est impossible à C'est l'Eurovision. un gros coup dur pour lui et pour son image, mais j'espère qu'il se soulèvera. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais j'espère qu'il s'en remettra. Voilà. Ouais. Mais, non, c'est chaud. À part ça, intéressant de noter que, de manière générale, c'est très cool de voir notamment l'Islande, la Suisse et la France, bien sûr, dans le top, mais également des pays comme la Finlande, Oui. notamment, qui fait son meilleur résultat depuis 2006, justement, depuis l'ordi. Alors, oui. moi je dis ça, hein. Moi je dis, il y a une ligne éditoriale de chansons, enfin une ligne musicale à prendre du côté de nos amis chez Ule, hein. Moi je dis ça. Ouais. Et puis, voilà. même en fait, c'est le deuxième meilleur classement de la Finlande de tous les temps. Oui, avec 1960. Oui, voilà. Voilà, ils étaient déjà arrivés 6e avant que l'ordi gagne, et là, encore une fois, donc 6e avec Blind Channel. Donc ouais, c'est vraiment content et pareil, je suis un peu triste pour Daddy parce que je voulais vraiment aller en Islande l'an prochain, ouais. Mais c'est pas grave. L'Italie est beaucoup plus proche. Et qu'il aura la chance de vraiment participer en live, même si bon il l'a fait quand même un petit peu d'un côté, mais voilà. Donc ouais, j'ai pas grand chose à rajouter, je suis vraiment content et voilà. On va parler maintenant de l'avenir de la France à l'Eurovision. Qu'est-ce que tu imagines, Gwen? Moi, je dirais plutôt, généralement, je suis pas inquiet. Ouais. Je pense que France 2, ça fait 5-6 ans que, je dirais pas qu'ils ont trouvé la bonne recette, mais qu'ils ont trouvé une sorte de bon mécanisme pour envoyer de bonnes chansons et de très bons chanteurs au concours Eurovision. Ouais. Moi, la question que je me pose plutôt, c'est savoir est-ce qu'on peut réussir à faire mieux que 499 points. C'est la question que je me pose. Rien n'est impossible, hein, franchement, si on s'y met bien. Oui, après, on peut arriver à 500 points ou plus que ça, mais je me dis, quelle chanson ou quel chanteur peut arriver à faire mieux que Barbara Pravi? Quelqu'un qui, j'imagine, est honnête avec son art et qui le fait ressentir aussi bien sur scène. Ouais. Enfin, c'est la leçon, moi, je pense qu'il faut tirer avec les résultats de cette année. Tu penses que du coup c'est une bonne chose qu'on continue avec une sélection nationale et que Alexandra qui devrait... Non, mais une sélection nationale, c'est bien, au contraire. Hein. Ouais. Je pense que ça permet d'avoir tout type de chansons, d'avoir de la variété, oui. et voir aussi quels chanteurs peuvent être meilleurs par rapport à d'autres. Mm-hmm. Maintenant, à savoir, est-ce que dans cette sélection, est-ce qu'il va y avoir par exemple des noms très connus? Est-ce qu'il y aura des noms pas connus du tout? Est-ce que par exemple un amateur peut justement arriver à faire comme Barbara Pravi? Parce que Barbara Pravi n'était pas non plus énormément connue avant la sélection. Oui. Elle était juste connue pour avoir fait la chanson de Carla et de Valentina, et c'est tout. Moi, excuse-moi de t'interrompre, mais Duncan Lawrence en 2019 était totalement un amateur avant d'être sélectionné. Oui. Oui, non, mais je dis pas ça. Je dis juste, est-ce que la question que je pose, c'est juste, est-ce qu'une star française ou est-ce qu'une
un amateur, on va dire, français peut justement faire l'affaire Bien sûr. ou dans ces cas-là, peut-être avoir une ribambelle de producteurs assez blindés, ou c'est ça plutôt la question, quoi. Bah non, parce que enfin, s'il y a bien une chose qu'on a appris cette année au concours, c'est que il suffit d'arriver et d'époustoufler les gens sur les 3 minutes que tu as pour ta prestation. Parce que quand on regarde le score catastrophique de Saint-Marin, qui avait genre la personne, mais de très 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 loin, la plus connue que l'Eurovision ait eu depuis je sais plus quand. C'est pas de tout, D'ailleurs, peut-être non. si c'est pas de tous les temps en fait, parce que même ABBA et Céline Dion à l'époque où ils ont fait l'Eurovision, bah, ils avaient même pas cette notoriété là en fait. Donc quand on voit que Saint-Marin s'est éclaté mais d'une telle façon avec lui, finalement on se dit vraiment que l'Eurovision c'est le concours où littéralement n'importe qui peut arriver et peut gagner si ils réussissent à hypnotiser tous les téléspectateurs en 3 minutes. Et d'ailleurs, ça suit ce que tu viens de dire, mais si on additionne le nombre de points obtenus par Malte et Saint-Marin, qui tous les deux, je pense, ont dû dépenser une fortune Ouais, pour leur participation. Malte, notamment pour toute la promotion, et parce que il y a de fortes accusations de trafic de Paris, etc. Et puis notamment toute la promotion sur Twitter. Je sais pas si vous avez vu ça. oui, oui, oui. Je sais pas. Ouais, Fred, je sais que tu es beaucoup sur Twitter. Ouais. Et je sais pas si tu as eu ça, les pubs de Destiny. J'ai vu ça, ouais. De voter pour Et C'était, mais il y a des fans de cauchemar. quasiment tous les pays. Nous, on a une version française de ça, avec le numéro français qu'on a sur France 2. Et j'ai vu une fan danoise aussi, pareil, dans son pays, en danois, avec le numéro pour voter depuis le Danemark. Ouais. Impressionnant. C'était un calvaire, ça. C'était un calvaire. Ouais. Et donc voilà. Et puis Saint-Marin, qui se paye Florida, qui a quand même du côté le chiffre doit au moins être composé de 5 chiffres, je pense. Au moins. Si on Mais additionne. non, Florida, il est sympa, il a fait ça bénévolement. Ah, c'est vrai. Il a même donné de l'argent. Ce que je veux dire, s'il vous plaît. Ce que je veux dire, c'est que si on additionne, il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble, si on additionne leurs deux scores, le score devient toujours moins élevé que celui, par exemple, de Daddy Oui. pour l'Islande, qui, à mon avis, n'a dépensé pas un seul euro pour faire sa chanson. Ouais. Et ça en dit vraiment long sur les productions des chansons à l'Eurovision et voilà. Le truc, c'est que Daddy, il a pas eu à payer des chanteurs en fond, tu vois. C'est pratique Oui, de demander voilà. sa communauté. C'est clair. On attend notre salaire, Daddy. On aura 1 euro ou 2 euros, juste symboliquement, j'ai envie de dire. 2 euros, ça lui ferait, je crois, 4000 euros. Hein. Du coup, vu que il y a à peu près 1000 personnes qui ont envoyé Ah oui, quand même. qui ont envoyé leur voix. Je crois, il me semble, un truc comme Ouais. ça. Enfin, bref, écartons du sujet. Et donc, pour l'avenir de la France Oui, l'avenir de la France. C'est à mon tour, du coup. Oui, je crois, oui. Ouais. Okay. Dis mon nom pour qu'on sache. Alex. Moi, pour l'avenir de la France, personnellement, j'aimerais surtout qu'on soit sincère. Oui. Pas forcément qu'on essaye absolument de faire mieux que Barbara l'an prochain. Là, c'est une pression inutile de partir en se disant il faut qu'on fasse mieux qu'elle. Parce que si on part comme ça, on va se planter, et salement. Quand on regarde, par exemple, chez nos amis les Italiens qui ont leur Sanremo, à aucun moment le Sanremo, c'est surtout un festival italien de chansons musicales, le plus regardé en Italie. L'Eurovision, c'est vraiment secondaire pour eux. Et ouais. Ça montre vraiment, ça a vraiment un impact sur la qualité de leurs chansons. Ouais. Chansons qui sont vraiment très sincères. Et c'est ça que je veux pour la France, de la sincérité et de la qualité. Mais pas que ce soit forcé, en fait. Oui. Y a beaucoup de chansons de la France qui ont été très forcées lors des années précédentes, notamment Roi et même Merci, en vrai. Oui. Quand on y pense, ça faisait un peu forcé avec le message. Ouais. Encore, je trouve, Requiem, non, se faisait pas si forcé que ça. Après, la chanson, n'était pas forcément assez bonne. Ouais. Mais voilà, même
Même j'ai cherché, hein, allez, même j'ai cherché avec on pourrait dire avec le refrain en anglais, la production, etc. Même si quand même Amir, je trouve que c'est pas le pire encore. Donc voilà. Mais globalement, c'est ça qu'il nous faut. Être honnête avec nous-mêmes et impressionner les gens quand même en étant dans le bon esprit et en faisant ça, ça viendra tout seul. Il n'y a pas de raison. Que ce soit en français ou en anglais, si on arrive à envoyer de la qualité, pour moi, il n'y a aucun problème. Et j'aimerais ajouter aussi que France 2 devrait prendre des notes et ne pas se laisser décourager par d'envoyer des chansons de styles différents, comme Oui. par exemple comme Titi Boni en vrai, hein, qui était c'était du rock, du glam rock en italien. Oui. Le rock et les langues romanes comme l'italien, généralement ça va pas forcément ensemble parce que ce genre de style musical, généralement on l'associe plutôt genre avec l'anglais ou alors avec des langues un peu plus métalliques au niveau de la sonorité. Uh-huh. Mais l'italien marchait très bien et il faut pas que France 2 ait peur de ça. Donc vraiment innover, rester nous-mêmes et voilà. Ne pas avoir peur. Arthur? Alors oui, je voulais dire du coup que pour l'avenir de la France, j'espère qu'il y aura des prises de risques. J'espère que France Télévisions ne va pas envoyer un même. Faut pas tomber dans le piège de se dire ça a bien marché, alors on va refaire la même. Ouais. Faut pas tomber dans le piège. Ouais. L'Eurovision, c'est toujours un petit peu un jeu de hasard dans le sens où on sait jamais vraiment quel genre sera plébiscité telle année. Oui. Vraiment, il va falloir prendre du risque parce que cette année, apparemment, le risque à payer. Et je pense que le risque va pouvoir perdurer dans l'histoire de l'Eurovision. Oui. Et l'authenticité aussi. Mm-hmm. Après, j'espère qu'à à Eurovision France, j'espère que si on lui propose, il acceptera que Tom Leb, du coup, participe à Eurovision France. Oui. Parce que le pauvre, il n'a pas pu faire d'Eurovision. Ça me fait un peu de peine pour lui. Même si j'étais pas fan de sa chanson, Uh-huh. ça me fait un peu de peine. Et j'espère qu'il aura la chance de pouvoir représenter, d'essayer de représenter la France, du moins. Et du coup, j'espère aussi que si j'envoie une chanson, elle sera retenue. Voilà. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. On en parlait cet après-midi avec Corentin. Il y a plein de... Sur Instagram, il y a apparemment plein de petits artistes indépendants du même style que Barbara avant qu'elle fasse l'Eurovision qui ont commenté ces posts à Barbara sur sa victoire, sur sa deuxième place. C'est la plus révélateur. Et sur le fait que... voilà, qu'ils l'ont félicité tout simplement. Et du coup, Corentin il disait il faut pas juste la féliciter, faut tenter, quoi, parce que niveau musical en France, on est un grand pays et qu'on a le choix. Et niveau artiste authentique, honnête, sincère, il suffit de faire le tour des festivals. Enfin, bon, peut-être là, ces 2 dernières années, il n'y en a pas eu tant que ça, on sait, mais il suffit un petit peu de voir ce qui se passe, les artistes qu'on voit pas forcément régulièrement à la télévision. Et même je sais qu'il y en a des dizaines et des dizaines qu'on voit jamais à la télévision, mais qui ont passé leur carrière depuis plus de 10 ans à faire de festival en festival. On en a plein. Et ça peut être intéressant de plonger un peu dans cette, entre guillemets, comme ils appellent en anglais, cette pool, cette piscine de choix et de noms, et de ce carnet d'adresses, entre guillemets. Et on parlait aussi avec Corentin cet après-midi du fait que ce soit toujours dommage qu'on impose aux candidats français la langue, parce que on sait aussi qu'il y a une grosse scène musicale de groupes, de rock, de tout un tas de styles différents qui ne composent et qui ne créent qu'en anglais. Et encore une fois, c'est dommage, parce que nous on est d'accord sur le fait qu'on trouve ça très restrictif. On en a déjà parlé dans le podcast, hein. C'est très restrictif de forcer les gens à chanter en français. Et on espère que
tout ce qui se sera passé cette année nous permettra d'offrir plus de liberté encore et de promotion à des artistes comme ça indépendants mais qui ont un talent unique et qui ont besoin d'être placés, d'être mis en lumière, notamment à travers l'Eurovision. Donc moi j'ai de l'espoir pour le prochain Eurovision France, c'est vous qui décidez. Je pense que Alexandra sait ce qu'elle fait. J'y crois. Et malgré le fait que j'ai beaucoup tweeté sur le fait que ce serait bien que Barbara reste impliquée d'une certaine façon dans la sélection française. Comme tu disais Arthur, il faut faire attention de évidemment pas retomber dans le piège du style ou du copier-coller et de vraiment prendre le risque. Après, Barbara, ce qui est intéressant, moi je pense qu'elle a la fibre et qu'elle peut savoir, elle pourrait... Quel capteur Internet. Non mais je pense, tu sais, comme et ça aussi je l'ai tweeté il y a quelques jours, comme Ilse de Lange l'a fait pour aider la télévision néerlandaise à repérer Duncan, je pense que Barbara pourrait continuer à collaborer avec Alexandra, avec qui elle a eu l'air de très bien s'entendre pendant ces 2 semaines à Amsterdam au vu des stories Instagram. On espère qu'elles continueront à bosser ensemble pour composer la sélection française de l'année prochaine, quoi. Ce serait cool parce que moi je pense que c'est une artiste tellement complète que au-delà de ses qualités de chanteuse et de ses qualités d'auteur-compositrice, elle a le flair, quoi. Elle sent ce qui peut marcher ou pas. Et je pense que c'est important d'en profiter. Voilà. Donc voilà, en gros, ce qu'on pouvait dire pour cette finale de l'Eurovision 2021. Et donc de la façon dont on se projette pour l'avenir pour la France. On a bien évidemment tout l'été pour revenir sur les détails de ce qui nous aura fait peut-être tiquer dans les résultats ou les choses sur lesquelles on aurait voulu un peu plus se développer ou parler. Sachant qu'après, évidemment, avec la France qui organise le junior à Paris en décembre, on aura les sélections normalement qui débutent en été, fin début juin ou juillet pour le junior. Donc ça y est, là on a passé une année se refaire, mais une nouvelle s'ouvre déjà et ça va nous faire de nouveaux sujets à traiter et à discuter. Potentiellement, peut-être, je pense qu'il n'y a que moi qui s'intéresse, mais au cas où, s'il y a des auditeurs intéressés, l'Eurovision des chorales potentiellement en août, du coup. Ah oui, c'est vrai, ça revient. C'est pas reporté d'ici là. D'accord. On aura l'occasion d'en parler. Espérons que ce soit toujours maintenu. Ça fera toujours un événement de plus sur lequel se pencher. Donc merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro, Gwen. Merci à tous. Merci Alex. Merci à tous et merci de nous avoir suivis pendant cette saison d'Eurovision. Et voilà. Et merci Arthur. Oui, merci. Pareil qu'Alexandre, merci de nous avoir suivis sur cette saison d'Eurovision depuis l'annulation du concours jusqu'à aujourd'hui où la France arrive deuxième et ça nous fait tous très plaisir et ça fait chaud au cœur. Et évidemment, n'hésitez pas à liker, hein, bien sûr, les numéros, enfin ce numéro et notamment les 40 ou 42 précédents. D'ailleurs, j'aimerais savoir, alors s'il y a des auditeurs qui nous écoutent en ce moment, si vous êtes déjà pas tous partis sur une autre vidéo, un truc comme ça, mais est-ce qu'il y a des auditeurs hors France, des auditeurs francophones ou même anglophones ou n'importe quelle langue qui nous écoutent? Ça nous intéresse oui, beaucoup. Très bonne question. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, en effet. On serait très ravis de... Si c'est le cas, on se concentrera plus que sur la France. Tu vois. On peut s'exporter, il n'y a pas de problème. Donc, any English-speaking people, come with us. Des fans de l'étranger, mais qui seraient francophones, ce serait marrant, ouais. De discuter avec eux. Ouais. Et donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications
pour les nouveaux numéros qui sortiront. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro de l'ESC Made in France. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.